Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser à deux choses. On va s'intéresser à l'action de prix de Bitcoin, bien évidemment, c'est-à-dire à quel endroit éventuellement on pourrait aller à partir de là. Donc principalement aujourd'hui de la news sur Bitcoin et du sentiment. Et puis on va également aller s'intéresser à la fusion anciennement appelée Ethereum 2.0, donc The Merge. Quels sont les mécanismes qui vont agir sur Ethereum dorénavant. Donc une vidéo assez complète sur Ethereum, je pense. On fait toujours une halte, et ben là, ça sera la maman des altcoins qu'on va faire, c'est-à-dire Ethereum. Donc on passe tout de suite au partage d'écran. J'en profite pour vous faire l'appel à l'abonnement comme d'habitude, c'est-à-dire que si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like tout de suite et puis à vous abonner, activer la cloche des notifications si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne. La chaîne est toute jeune, elle n'a rien à vendre, donc c'est le meilleur moyen que vous ayez de me rétribuer pour le temps passé. Alors concrètement, action de prix sur Bitcoin, rien de très nouveau. On est toujours donc sorti de ce triangle ascendant là que vous voyez. On a cassé ici cette résistance. Pour l'instant, on n'est pas venu faire le pullback, c'est-à-dire le retest de cette résistance, sachant que vous voyez ici qu'on a 50% de chance de le faire. On a aussi une poche de liquidité qui attend ici en dessous et qui pourrait nous emmener peut-être plus bas, sachant que du coup, si jamais on faisait ça, donc là je vous explique, ça n'invalide pas la figure, mais on pourrait ici du coup revalider un canal haussier par exemple, c'est-à-dire que l'action de prix pourrait se balader pendant un certain temps dans ce canal, éventuellement revenir tester ici, repartir, rebreaker. Ça pourrait être une possibilité. Pour l'instant, donc, on a deux résistances sous les pieds. D'abord, celle-ci, qui est très importante, et ensuite, celle-là. Si jamais on revient retest tout doucement ici, par exemple, on pourrait revenir tester ces deux-là, au même endroit, là, donc autour des 41 200 ici, et puis ensuite s'extirper vers le haut si jamais cette résistance décide de retenir le prix. Pour l'instant, moi, c'est tout ce que je vois à dire là, comme ça, à l'instant T, sur Bitcoin. Tant qu'on n'a pas fait le sentiment, on n'aura pas d'action de prix plus précise. Donc, on va aller faire le sentiment. Restez bien jusque au moins à la moitié de cette vidéo. Donc, du coup, à partir de là, dans les news éventuelles, je vais faire un petit ici un petit news gadget, on va dire, sur Bitcoin. On a TradingView qui va apparaître directement, FTX, pardon, qui va apparaître directement sur TradingView maintenant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trader directement sur TradingView via FTX, que moi j'aime beaucoup. Donc je trouve que c'est une bonne fonctionnalité qui va probablement nous sauver du temps. À chaque fois que vous changez de fenêtre, etc., vous allez pouvoir linker votre compte FTX directement sur TradingView. Deuxième chose importante et tout aussi, c'est maintenant MetaMask qui va accepter le Apple Pay et on voit qu'il y a un rapprochement entre MetaMask et Apple. On sait que Tim Cook a déjà des bitcoins et qu'il est très fan de Bitcoin, donc du coup potentiellement quelque chose de très sympathique aussi. Et toujours sur les exchanges ou les wallets, et là je fais rapidement donc les news autour de Bitcoin, on a le Lightning qui arrive directement sur Kraken. Qu'est-ce que c'est le Lightning? C'est un moyen de réduire les frais de transaction sur Bitcoin grâce à un layer 2 qui s'appelle le Lightning et qui permet de réduire les frais de transaction. Je ne vais pas expliquer ce qu'est le Lightning là en détail, mais globalement, c'est un petit peu comme si vous stackiez des Bitcoins et vous ouvrez un tuyau, un tube de 1 Bitcoin par exemple avec une autre personne. Et en fait, si vous voulez faire une transaction jusqu'au bout du monde, comme les gens se connaissent, ça fait comme une sorte de chaîne. Et du coup, ça permet d'envoyer très rapidement très peu d'argent, donc des toutes petites transactions, moyennant très peu de frais. Donc ça, c'est très intéressant pour Kraken d'avoir implémenté cette nouveauté. On passe ensuite directement, on va dire, à l'aspect un petit peu macro du jour. Pour moi, le plus important, bon déjà, on va regarder un petit peu ce qu'on fait. SP500, on est plutôt sur une correction aujourd'hui. Bon, là, ça vient d'ouvrir en même temps, hein, ça n'a pas ouvert depuis très longtemps. L'USTEC, qui lui est ouvert relativement tout le temps, qui corrige aussi de 0,65. CAC 40 qui nous a fait une petite correction aussi. Et voilà, globalement, hein, les commodités qui augmentent, c'est-à-dire le blé que vous voyez ici, qui reprend ici 2%, et le pétrole qui reprend également 2%. Donc le marché bouge à l'inverse, bien évidemment, des narrations. Les narrations qui principalement sont, je pense, en ce moment autour des commodités, justement. On avait hier une baisse des commodités sur fond de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
comment dire, l'Ukraine est plutôt en train de dire que la Russie intensifie ses attaques. Donc, comme on avait des pourparlers, mais que les attaques s'intensifient, les marchés le prennent comme il va falloir sourcer un peu plus sur le pétrole. Donc, le pétrole va prendre de la narration, donc va prendre du prix, bien entendu. C'est comme des rumeurs, si vous voulez, qui se répandent sur les marchés et qui drivent les prix en fonction des événements vers le haut ou vers le bas. Très intéressant pour moi aujourd'hui, c'est le Dixie. Qu'est-ce que le Dixie? C'est le dollar contre un panier de devises, c'est-à-dire la force du dollar par rapport à d'autres monnaies, qui pour moi là est en train de travailler une résistance importante vers le bas. Qu'il pourrait éventuellement casser. Je vous avais parlé il y a plusieurs jours et je vous avais dit que potentiellement le dollar était menteur en ce moment quand il était à la hausse. Juste après que tous les assets un peu risqués étaient eux aussi à la hausse. Et j'avais dit ici, je pense qu'on a un dollar menteur, c'est-à-dire que son prix ne va pas dans le bon sens. Théoriquement, il devrait aller dans l'autre sens. Et là, ça fait 2 jours qu'il est en forte correction. Donc, tout simplement, là, vous prenez une alerte ici, vous la mettez un peu en dessous, là où vous considérez qu'il y aura une cassure franche sur le dollar, et puis vous attendez de voir si ça casse ou pas. Un dollar qui descend est très bon pour un Bitcoin qui monte, bien évidemment, puisque Bitcoin, déjà, c'est le dénominateur, BTC contre dollar, et puis en plus, Bitcoin est plutôt considéré comme risqué, là où le cash est absolument non risqué, totalement sans risque, si ce n'est l'inflation, bien évidemment. Donc du coup, vous comprendrez bien ici que ce sont 2 assets qui sont plutôt antinomiques. Voilà pour l'action de prix sur Bitcoin. Donc pour moi, potentiellement, peut-être ici, juste sans aller voir le sentiment, un petit retest des 44 500 ne serait pas de trop. Attention à cette poche de liquidité qui attend en dessous et qui pourrait nous driver peut-être plus bas pour ensuite valider un canal haussier. Donc cette figure change un petit peu, mais elle est toujours validée pour autant. C'est pas parce qu'on réintègre la figure qu'elle est totalement, invalidée. Une cassure est une cassure et une figure est une figure. Voilà, je vais pas faire trop long là-dessus, mais il y aurait plein de choses à dire. Il y aurait plein de choses à dire à l'instant T, mais je vais pas le faire. Je vais essayer de me restreindre, de garder, voilà, de me garder pour l'Ethereum. Ici, vous comprenez que on a un point de vente ici qui s'est affiché sur le market cipher qui nous dit qu'on est au bout de quelque chose au niveau du momentum. Ici, on avait validé un W ou presque. Oui, on avait validé un W ici. Donc du coup, voilà, d'ici là, une petite correction ne serait pas trop un problème. Sachez également que si on se met, puisque après-demain, c'est la clôture mensuelle sur Bitcoin, le 31 mars, même demain, ce sera la clôture mensuelle, autant pour moi. Hop, excusez-moi, hop, là. Il serait peut-être pas mal ici vous comprenez ici que, sous le prix, ici, on est à la hausse, ici, on est également à la hausse, et si je passe en weekly, hop, ici, sous le prix, on a potentiellement une divergence haussière cachée qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, je trouve que c'est relativement intéressant. La clôture sera relativement intéressante. Ici, en weekly, on est quasiment au cross zero. Vous comprenez que cet épisode de vente-là qui correspond à l'été dernier a été plus important que celui-là. Donc en weekly, on a aussi une divergence haussière là, qui viendrait annuler la grosse divergence baissière qu'on avait entre ce point-là et ce point-là. Vous comprenez qu'ici, ce mouvement d'achat était plus appuyé en termes de force que celui-là. Et c'est la même chose sur le RSI. D'accord? Ici, tac, vous avez une montée du prix et vous avez une descente du RSI, là, qui pour l'instant en weekly est validée. Donc du coup, voilà, concept intéressant. On attendra bien ici la clôture monthly pour que éventuellement ces divergences se valident. À partir de là, on a pas mal fait le tour sur Bitcoin. On va vite fait faire les news, on va dire fondamentales. Là, c'est ce que je vous expliquais, où on fait des pourparlers au niveau Russie-Ukraine, mais potentiellement parce que moi je parle de propagande des deux côtés, donc je vais vous parler de la propagande ukrainienne comme de la propagande russe ou de la propagande occidentale ou ukrainienne. Ça n'est pas du tout un problème. Car pour moi, dans une guerre, la première victime, c'est tout simplement la vérité. Ici, voilà, on nous dit que les assauts s'intensifient malgré des pourparlers. Ici, on nous parle du hack de Axie Infinity, 625 millions de hackés sur ce jeu en valeur Ether, je crois, si je ne me trompe pas. Donc du coup, voilà, attention à vos tokens. Je pense qu'Axie Infinity a dû pas mal corriger suite à ça.
Ensuite, ici, on nous dit que oui, alors ça c'est relativement intéressant, les stocks, les actions qui font un rallye, mais le marché des obligations nous dit un petit peu l'inverse. On a des signaux sur le marché des obligations qui sont plutôt des signaux de récession. Donc là, c'est pareil, il y a un menteur entre les deux. Est-ce qu'on va vers un reset, une grosse récession, c'est-à-dire une contraction du crédit, comment dire, une rentabilité pour les banques qui se réduit? Voilà, le monde du crédit qui ne paye pas aussi bien qu'il pouvait payer. Est-ce qu'on va vers un monde où du coup il y a eu trop d'expansion et on ne peut plus payer les crédits qu'on a, donc du coup on doit se serrer la ceinture et les gens n'ont plus le même pouvoir d'épargne, voilà, qu'avant, etc. Pour l'instant, on a des indicateurs qui vont dans les deux sens ici à ce niveau-là, et donc du coup on aura aussi des réponses très rapidement sur qui est le menteur. Donc voilà. Ensuite, on continue. Je pense qu'on a fait le tour. On va faire le sentiment rapidement sur Bitcoin. Sentiment au niveau du carnet d'ordre. Bon, globalement, je fais un petit peu le même point tous les jours, mais on a quand même un petit peu d'ordre là ici qui sont rajoutés ici à la vente sur sur ce petit range là qu'on est en train de faire. On a des ordres qui sont un petit peu plus puissants à la vente. Et après, vous voyez que le carnet d'ordre est rempli à l'achat en bas et on a très peu de choses en haut. Donc au niveau sentiment, on est plutôt en volonté d'achat plus bas, mais pas trop en train de vouloir vendre. Ici, on aura clôture des options ce vendredi. Toujours un max line price à 42 000. Donc ça suggérerait une forte correction pour là, qui arrive donc de 47 à 42 très rapidement, et réintégrer éventuellement le triangle dont je vous parlais. Ça fait pas mal de temps que je vous parle de potentiellement une petite correction. Ici, on a simplement en ayant cette toute petite baisse de prix ici, vous voyez qu'on a beaucoup nettoyé au niveau de l'open interest. Le nombre de contrats en circulation en levier a été beaucoup nettoyé. On avait ici principalement des gens qui étaient en longue sur toute cette période, puisque le funding est positif. Vous voyez que le funding est vert ici. On a une grosse position qui s'est ouverte ici en short à court terme. Peut-être que potentiellement revenir jouer avec les 48 pour prendre cette petite poche de liquidité serait peut-être une option. Ici, on vient de prendre ce niveau de liquidité-là en bas. C'est ça qui a fait qu'on a pas mal nettoyé. Et à l'instant T, on a des contrats qui s'ouvrent plutôt en longue. Donc, du coup, on va rajouter une barre rouge à l'instant T à prendre ici. Donc, voilà pour les marchés dérivés. On va aller voir sur iBlock, cet algorithme qui calcule un petit peu en fonction des gros leviers quels pourraient être les niveaux à prendre. Vous voyez qu'ici, on a potentiellement ce gros short dont je vous parlais tout à l'heure qui s'est ouvert, avec un prix de liquidation, si on est en levier x25, autour de 48 300, et on a toujours cette énorme position, là, éventuellement, à nettoyer, qui suggérerait un nettoyage jusqu'au 43. Donc les options nous suggèrent 42, iBlock et les liquidations nous suggèrent soit un petit tour au 48 avant, et ensuite s'en va au 43. Voilà, ça nous dit ce que font les liquidations. Ça ne veut pas dire que c'est ce que va faire le Bitcoin, hein, bien entendu. C'est des choses qu'on sent, c'est des sensations, c'est le sentiment. Bon, là, on est en train de sentir le cucu du chien-chien du sentiment. Donc, à partir de là, vous voyez ici mieux, d'une manière, on va dire, graphique plus consciente sur Kingfisher, cette fameuse poche de liquidité qu'il y aurait éventuellement à prendre désormais jusqu'au 41. Pour moi, il y a une poche jusqu'au 39, mais à partir de là, à partir du moment où on est monté à 48, il y a probablement beaucoup de gens qui étaient en levier au 39 qui ont déjà fermé leur position et pris les profits. On va passer maintenant sur Ethereum. Et pourquoi je vous parle d'Ethereum? Bah d'abord parce que c'est une très grosse, bien sûr, c'est la deuxième plus grosse market cap du marché. C'est l'asset qui a le plus de TVL, donc de Total Value Locked en DeFi. Je vais vous montrer ça après. Et surtout, ici, on voit que ici, vous avez le top 1% des adresses, combien ils ont de pourcentage de la supply. Et ici, vous comprenez bien que à son top, là, au moment le plus dingo de l'accumulation d'Ethereum, 1% des adresses les plus influentes, donc les portefeuilles les plus gros, possédaient 97% de la supply. C'est-à-dire que nous, les petits, on va dire, on joue avec 3% de la supply, et eux, bien entendu, contrôlent le prix. On a eu un petit peu de distribution ici. Alors, la courbe a l'air très impressionnante, mais vous comprenez que si je me mets tout en bas de la courbe ici, on est plutôt à 95,58%.
1%. Donc, ça veut dire que ces gens-là qui ont beaucoup de la supply n'ont distribué que 1% réellement de leur fortune, on va dire. Et là, par contre, on repart sur une trend d'accumulation très forte. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Et c'est pour ça que je vous parle d'Ethereum, parce que je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce type de métrique-là. Et là, on est revenu ici à des niveaux d'avant la chute. Donc, vous comprenez que même au-dessus d'avant la chute, c'est-à-dire on est revenu quasi au niveau du deuxième ATH, voire au-dessus même. Voilà, enfin, vous comprenez qu'on est allé à peu près vers ce niveau-là. Donc, on est à des niveaux d'accumulation qui sont quand même relativement intéressants sur Ethereum. Alors vous allez me dire, mais attends, tu veux dire que 1% des adresses les plus riches possèdent 95% des richesses d'Ethereum? Et là, je vais vous répondre, oui, et c'est pareil pour le gold, et c'est pareil pour le cash, et c'est pareil pour la richesse dans le monde. C'est triste, mais c'est comme ça. Je prétends pas vouloir changer le système, je prétends juste le comprendre et jouer avec. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire de manière à leur mettre à tous une grosse carotte. Donc, on continue sur Ethereum. Pourquoi je m'intéresse à Ethereum? On va aller voir aussi l'action de prix là, mais on va faire très peu de prix, je pense, sur Ether. Parce que bon, l'action de prix maintenant, je pense que vous êtes assez grand pour pouvoir, comment dire, regarder un petit peu ce qu'il se passe. Néanmoins, vous comprenez que là, on est sur un rebond. Bon, là, je suis en 30 minutes, on va se mettre peut-être plutôt en daily. On a à peu près la même grosse running flat que sur Bitcoin. Vous comprenez que là, on a fait deux droites parallèles et ça s'appelle une running flat, c'est-à-dire une flat avec une pente légèrement ascendante qui se construit comme ça en A, B, C. Et ici, pour moi, par contre, la dynamique on-chain a été légèrement différente d'Ethereum, c'est-à-dire que Bitcoin, pardon. C'est-à-dire que sur Bitcoin, on a très peu distribué là sur cette montée, alors que sur Ethereum, il y a eu un petit peu de distribution quand même. Néanmoins, bon voilà, la métrique, ça ressemble presque à la charte de Bitcoin, hein. Ici, on a ce W qui a été validé un petit peu avant. Là, je pense que du coup, vous avez dû voir que les couleurs des bougies sont inversées, mais si je refresh, je pense que ça va être mieux que ça, voilà. Puisque j'avais inversé les couleurs pour un exemple dans une autre vidéo, voilà. Donc voilà. Donc du coup, vous comprenez qu'ici, on a validé un premier W. Ici, on valide un deuxième W également. Hop, tac, sur ce niveau-là. Voilà. Donc là, on a un W dans un W. Et là, on est en train de venir jouer avec vraiment sur la même structure un petit peu que Bitcoin, une espèce de round bottom comme ça, qui est constitué de plusieurs bottoms qui eux-mêmes s'arrondissent vers le haut. Voilà. Donc voilà, action de prix sur Ethereum, très intéressante. On pourrait voir aussi ici, par exemple, Ether contre Bitcoin. Est-ce que Ether va surperformer ou pas Bitcoin dans les jours prochains, dans les mois prochains? Bon, personnellement, moi, ce que j'ai tendance à voir sur Ether Bitcoin sur le long terme, c'est une très jolie tasse séance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se faire. Qu'est-ce que c'est qu'une tasse séance? C'est une grosse tasse comme ça. On se fait repousser par une résistance. On construit la anse de la tasse. Et là, la target, en général, elle est du bord de la tasse jusqu'au fond de la tasse. Donc là, ça nous donne une target assez impressionnante autour des 0,15, c'est-à-dire x2 pour Ether contre Bitcoin aujourd'hui, hein, c'est-à-dire un Ether qui vaut 0,15. Et mais par contre, si on veut des targets un peu plus réalistes, on s'arrêtera aux 2 tiers de ce fond-là. Moi, j'aime bien reprendre un peu les figures chartistes, reprendre des objectifs qui sont, on va dire, plus corrects. Et là, on est plutôt à 70% de chance de l'atteindre ici. Et là, on est à 0,12, c'est-à-dire, même si Bitcoin augmentait énormément, voilà, un Ether contre un Bitcoin, puisque Ether a besoin de Bitcoin pour augmenter, hein, vous l'avez compris que Bitcoin est un petit peu le papa de tout le marché, donc de toute façon, comment dire, si Ether augmente, Bitcoin augmente, mais la question là, c'est plutôt, est-ce que je me positionne sur Ether ou est-ce que je me positionne sur Bitcoin? Est-ce que aussi, ça va vous donner des réponses, ce type de chart? Est-ce qu'on est en alt season? Est-ce qu'on est en Bitcoin season? Là, vous voyez qu'on est sur une grande correction. Donc, en ce moment, si vous allez voir le Scalpex Index, enfin, plutôt le Altcoin Season Index, vous comprendrez qu'on est en Bitcoin season. Ça veut dire que c'est le moment d'acheter des alts avec du Bitcoin. Vous comprenez ici l'idée, hein. Ça veut dire que on rentre dans une Bitcoin season. Alors, ça peut durer un petit moment, etc. Mais c'est plutôt des alts qu'il faut acheter en ce moment.
Pourquoi je vais sur le scalpel? Non, voilà, on va continuer donc sur Ether, action de prix sur Ether. Donc là, voilà, on a fait globalement l'analyse technique contre Bitcoin également. On a regardé un petit peu ce que ça voulait dire, ce que ça pouvait nous dire, toutes ces targets. Maintenant, on va aller voir ici, par exemple, si jamais j'ai un Ether qui fait x2 par rapport à Bitcoin, ou par exemple, tiens, on va s'amuser à regarder. Imaginons qu'il y ait un flipping. Qu'est-ce que ça veut dire un flipping? Ça veut dire que tout simplement, un Ether l'Ether prend la market cap de Bitcoin actuelle. C'est-à-dire que si jamais Bitcoin, je crois, actuellement fait 1000 milliards, hein, je n'ai pas regardé dernièrement, mais euh, total BTC 1, non, non, non. On va regarder sur CoinMarketCap, j'ai pas l'indice là. Hop. Donc, la market cap de Bitcoin est de 900 000 milliards, voilà. Si jamais la market cap de Ethereum, qui elle est, je pense, autour de 400, je suis pas sûr, hein, je ne veux pas vous dire des bêtises, c'est ça, 400, eh bien, c'est normal, le prix ferait 1 fois 2. Donc, un market cap équivalente, si Bitcoin ici latéralise, admettons, et que Ether se met à très fort accélérer, on aurait un Ether à 7443 $. On va expliquer maintenant le merge et pourquoi c'est important pour Ether de merger. Tout simplement, on va s'amuser à aller sur DeFi Lama. DeFi Lama, on va regarder la total value locked sur toutes, c'est-à-dire à quel point Ether est utilisé dans la DeFi, à quel point, comment dire, des Ethers sont lockés. Et là, vous comprenez que la trend d'Ether, qui est le cacadois, là, le kaki, alors que en 2020, elle était de quasiment 95%, et on avait vraiment très peu de DeFi qui s'étaient, comment dire, mises en place. Et bien là, petit à petit, Ether perd des parts de marché. Il perd des parts de marché jusqu'à à présent, maintenant, n'avoir que 56% de la total value locked en volume, hein, en volume USD. Donc ça, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire qu'Ether perd des parts de marché. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que les frais de transaction sur Ether sont trop chers. Pourquoi les frais de transaction sur Ether sont trop chers? Parce que Ether travaille toujours en proof of work, alors que la majorité de ses compétiteurs, à savoir, vous voyez ici, hein, le deuxième Luna, le troisième BSC, Avalanche, Solana, Phantom, Polygon, etc., sont pour la plupart en proof of stake, donc beaucoup moins chers en frais de transaction. Historiquement, Ether a été créé bien avant. Et c'est donc ce qui lui a permis aussi d'avoir un énorme effet de réseau, c'est-à-dire qu'actuellement, il représente quand même, si vous prenez ne serait-ce que ici Terra Luna qui fait 12%, BST, donc le deuxième qui fait 6%, et Avalanche qui fait 4%, donc les trois suivants, vous avez à peine 23%. Donc ces trois-là réunis ne font pas la moitié d'Ethereum. Donc il y a un énorme effet de réseau qui s'est fait grâce au temps, parce que tous les développeurs ont développé leur DApp sur Ether au départ. C'était vraiment, on va dire, c'est un petit peu comme si on vous disait à un moment donné d'aller concurrencer, je sais pas moi, Amazon ou Google. C'est compliqué, c'est faisable, mais c'est compliqué. Voilà, prendre toutes les parts de marché de YouTube, c'est compliqué. Et surtout que Ether a décidé d'évoluer. Ether a décidé d'évoluer, il a décidé de passer de proof of work à proof of stake. Et si vraiment vous voulez rentrer dans le détail par rapport à ça, je vous engage à aller voir la vidéo ici de Grand Angle Crypto, qui est sortie fin décembre, qui explique très bien voilà, le pourquoi, du comment, du passage d'Ether de la proof of work à la proof of stake. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, euh, Ethereum a créé une beacon chain, c'est comme une sorte de colonne vertébrale qui permet de faire du sharding. Et qu'est-ce que c'est que le sharding? C'est tout simplement, c'est comme si vous divisiez votre blockchain, ici pour Ether en l'occurrence, en 64 blockchains différentes. Ce faisant, vous allez augmenter énormément la scalabilité de votre altcoin, c'est-à-dire que tout simplement, vous allez être, admettons pour faire simple, 64 fois plus rapide. Et c'est le problème qu'a Ethereum, c'est que étant donné que vous prenez une place dans la queue, comment dire, des transactions, puisque Ethereum en proof of work ne peut faire que, je sais pas, une vingtaine de transactions par seconde, admettons. Du coup, comme vous vous mettez dans la queue, vous êtes prêt, dans les moments de sell-off énormes, à payer de plus en plus cher. On va le voir ici, par exemple, sur
Transaction chart, non, on va le voir sur les filles. Voilà, vous voyez qu'au moment ici, en mai, le 10 mai 2021, au moment du très gros sell-off de l'été, il y avait des gens qui étaient prêts pour sortir d'Ethereum. Le frais de transaction au minimum était autour de 70 dollars. 70 dollars, si vous avez 70 dollars d'Ethereum, bien sûr que c'est totalement rédhibitoire. Donc vous allez être dégoûté un petit peu de cette chaîne-là parce que les frais de transaction sont tout simplement trop chers quand il y a une très forte activité sur le réseau. J'étais où là avant ça? J'étais sur DeFi Lama, voilà. Donc du coup, voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. Ici, Ether est en train de perdre des parts de marché tout simplement parce qu'il n'est pas adapté. Il est adapté à des gens qui ont plusieurs dizaines de milliers de dollars, mais il n'est pas adapté aux petits portefeuilles qui veulent avoir des frais de transaction minimes. Par exemple, sur les NFT, je crois qu'actuellement 90% des NFT restent sur Ether. On pourrait aller le voir d'ailleurs, je pense, sur comment dire. Voilà, NFT, pardon, c'était ici, sur DeFi Lama. Ici, vous voyez que, alors là, on a les NFT, mais pas par chaîne. Si on fait plutôt ici, voilà, par blockchain. Ici, à l'heure actuelle, regardez ce qui est 97% des NFT sont mintés sur la blockchain Ethereum, tout simplement. Donc voilà, il y a pas photo. Par contre, minter un NFT aujourd'hui coûte très cher. Donc, si vous voulez aujourd'hui vous lancer, par exemple, vous allez devoir faire payer le mint aux gens. Voilà. Vous comprenez que c'est vraiment un vrai problème. Je ne voudrais pas trop faire de temps là-dessus, mais vous comprenez l'histoire. Donc Ether décide de passer au sharding et donc du coup de diviser sa blockchain en 64 blockchains. Il décide aussi d'adopter une série de mesures qui vont éventuellement lui permettre d'être beaucoup plus rapide, donc beaucoup moins cher. C'est pas uniquement le sharding. Le sharding augmente la scalabilité, mais pas les frais de transaction. Ce qui augmente réellement les frais de transaction. Oui, et là, je continue en disant, personne n'a jamais fait ça, de passer, parce que Ether doit garantir la continuité de sa blockchain précédente qui était en proof of work. Donc, qu'est-ce que va être la blockchain précédente? Ben, ça va être un des shards, le shard numéro 1, par exemple, et après, vous aurez les 63 autres. Donc, elle va s'intégrer totalement, et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, qui potentiellement ouvre des portes à beaucoup de dangers, à beaucoup de problèmes, mais c'est pour ça que ça prend énormément de temps. À partir de là, il faut comprendre comment va se passer le merge, parce que ça va avoir nécessairement une action sur le prix. Ici, c'est littéralement un truc que j'ai pompé sur CryptoBanter, qui montrait ce thread que je trouve relativement intéressant. Globalement, le merge, donc la fusion, aura lieu le 22 juin. Qu'est-ce qui va se passer en soi réellement le 22 juin? Ben, la blockchain, on va dire la Beacon Chain est déjà prête depuis 2020. Ensuite, à partir de là, on va le 22 juin fortement inciter les gens à passer sur la blockchain numéro 2, on va dire, enfin la nouvelle, voilà. Et comment on va faire ça? Bah, tout simplement en faisant un espèce de gros cut des frais de transaction pour que les gens soient plus enclins à passer sur la chaîne numéro 2 que sur la numéro 1. On va aussi réduire de 90% la création d'Ether journalière, qui est aujourd'hui environ de 12 000 Ethers par jour. On va la descendre à 1280 Ethers par jour. Donc aujourd'hui, Ether est inflationniste, même s'il y a eu le London Fork, il y a des burns, etc. C'est un asset qui est en train de devenir déflationniste. Mais là, on aura une inflation qui passera de 4,3% à 0,43%. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le marché aura moins besoin de frais de transaction en soi. Et ici, il faut comprendre comment vont être validées les transactions après. On sera en proof of stake. Qu'est-ce que ça veut dire? Proof of stake, c'est je vais stacker de l'argent, je vais le mettre dans l'enjeu. C'est moi qui vais valider les transactions en mettant une somme d'argent at stake, en jeu, voilà. Je vais valider les transactions, je vais être payé pour ça. Et si jamais je suis malveillant et que je valide une mauvaise transaction, je perdrai mon capital. Pour aujourd'hui monter un node sur Ether, bien que voilà, il faut avoir 32 Ethers, mais enfin pour le faire sur la blockchain 2, mais vous pourrez stacker vos Ethers quand même en faisant des pools, un petit peu comme, enfin pour ceux qui connaissent la DeFi, malheureusement je suis en train de répéter des choses qu'ils savent déjà, mais vous ferez un pool, c'est-à-dire que vous serez dans une piscine de validateurs et ces validateurs, vous aurez ensemble un node de 32 Ethereum. Euh,
il faut savoir qu'à ce moment-là, Ethereum va devenir, on va dire, vert, même si moi, pour moi, le débat vraiment de la consommation du proof of work n'est pas un vrai débat en soi, parce que l'énergie est tellement importante dans le minage que, essentiellement, les mineurs vont essayer de se mettre près de sources d'énergie gratuites ou propres, donc de l'énergie qui aurait été potentiellement gâchée. Mais bon, voilà, Ether va devenir plus propre à raison de 99,95%. Il sera beaucoup plus propre qu'avant. Ensuite, ça c'est très important à comprendre aussi parce que les institutionnels peuvent commencer à s'intéresser à Ether. Par exemple, les États, ce genre de choses, n'aiment pas du tout ce qui est polluant à l'heure actuelle. C'est très mauvais en termes de narration. Donc du coup, ça c'est très important à comprendre. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que forcément, quand les gens stackent, c'est très compliqué de ressortir votre argent. Par exemple, là, ceux qui stackent aujourd'hui, il y a déjà 10 millions d'Ethers qui sont stackés en vue d'Ethereum 2.0. Pour l'instant, ils sont rémunérés à peu près autour de 5% par an. Lorsque vous stackez, c'est beaucoup plus compliqué de sortir, donc ça enlève de la pression vendeuse sur le prix. Donc, on a plusieurs choses à comprendre ici. On a aussi d'abord une chose qui est, on va dire, le mécanisme que vous pouvez voir ici sur Track Ethereum, qui est devenu Ultrasound maintenant, le mécanisme de la merge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ether, par exemple, là, il nous parle de la journée, hein, puisque je me suis mis en one day, mais bon, voilà, si vous regardez, vous pouvez regarder sur tout, mais admettons aujourd'hui, sur la journée d'aujourd'hui, l'inflation sur Ethereum a été de 3,3% simulée sur l'année. Et donc du coup, si vous simulez vous pouvez simuler la merge, simuler Ethereum 2.0, qu'est-ce que ça va donner? Et bien tout de suite, on est à moins 1%, à cause du fait que il y aura moins d'Ethereum qui vont être sortis tous les jours. Donc on aura plus d'Ethereum de burn que d'Ethereum de créé, en tout cas sur la configuration actuelle de la journée. Si on se met sur 30 jours, vous voyez qu'on est à moins 0,8 alors qu'on avait une inflation ici qui était de plus 3,3 aussi, donc on est à peu près similaire dernièrement. Et si on est sur la totalité de l'histoire de Ether, on avait plus 2% par an avant le merge et moins 2% par an après le merge. Comment tout ça va se comporter? Ben, évidemment, vous avez une monnaie qui est déflationniste, c'est-à-dire qu'elle burn sa propre supply. Vous avez des gens qui vous avez des gens qui stackent et qui sont plutôt bien rémunérés pour le faire. Vous avez aujourd'hui les stackers, ça va être qui? Ça va être les 95% de l'offre que je vous ai montré tout à l'heure qui sont détenus par 1% des top supply. Donc ça, c'est très important à comprendre que bien évidemment, le mécanisme sur le prix va être théoriquement, sauf si ça ne marche pas, le principal risque, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Vous allez avoir forcément très peu de pression vendeuse, en tout cas une naturelle pression pour faire monter le prix, même si personne ne fait rien, puisque c'est déflationniste. Donc voilà, le risque, bien entendu, c'est que tout ça ne marche pas. Je voulais quand même vous présenter ici, voilà ma vision des choses par rapport à tout ça. Moi, je suis très bull sur Ether, j'en ai beaucoup. Vous comprenez ici que le principal ici acteur pour burner des Ethers, ben, c'est OpenSea. Donc ça, c'est très intéressant à regarder aussi. Puis vous avez après toute la DeFi, bien entendu, qui burn pas mal aussi. Là, vous avez comment dire, les burns qui sont dernièrement faits. Enfin, ce site est plutôt pas mal fait pour traquer Ethereum. Et bien entendu, après, vous avez Etherscan qui vous donne, bah, c'est un petit peu comme voilà, bitcoin.com qui vous donne voilà, toutes les informations sur la blockchain. Là, vous voyez que si je vais sur... Et ça, c'est relativement intéressant quand vous vous intéressez à des smart contracts en particulier, d'aller voir réellement si on vous nomme un smart contract, par exemple dans CoinMarketCap, allez voir ce smart contract, allez voir comment il s'articule, quelles sont les transactions exactement. Par exemple, si vous sentez qu'il y a un scam ou quelque chose, c'est pas mal d'aller voir directement sur Etherscan ce qu'il se passe là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour sur Ether. Après, vous allez me dire, mais tu ne nous donnes pas de target de prix. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire ensemble. En tout cas, à court terme, ici, pour moi, si je regarde la charte de Ether, parce que là, je suis sur Ether BTC, donc ça ne va pas le faire. Déjà, je vous ai donné une potentielle target sur Ether BTC, donc entre 0,12 et 0,15. Imaginez que si BTC va à 200 000 $, bah, ça vous fait 0,15% de 200 000 $ pour un Ether. Et puis, enfin, je dis 200 000 $, c'est un chiffre au hasard, hein. Et puis là, on va peut-être prendre plutôt directement Ether USDT sur Binance, que j'ai pas moi, mais
Binance, Ether USDT, Ether USDT. Hop. Bon, j'ai pas, c'est pas grave, on va prendre le dollar. Hop, hop, hop. Et donc, du coup, target de prix, bah, vous vous souvenez comment on fait, hein, c'est relativement simple. Vous prenez le plus haut de la dernière figure, et je vais le faire sur le pic tiens, de 2017, comme ça vous allez essayer de comprendre. Vous allez comprendre un petit peu les targets. Ici, vous comprenez qu'à chaque fois, moi, je vous dis, ben, on a les 100%, 161,8, 261,8, 361,8 et 4,236. Maintenant, si jamais on bouge le FIBO en fonction de ce pic-là, par exemple, hop, là, et d'un plus bas qui se trouverait ici, admettons, voilà, hop, faites pas attention au schéma, hein, tout ça. Vous aurez des niveaux de vente ici qui sont donc au 100%, au 161,8. Alors là, moi, mes niveaux de vente sont largement en dessous, mais c'est mon choix. 361,8 et 423,6, que là, moi, j'ai pas mis, mais voilà. Donc, un Ether à 20 000 dollars, à partir de là, n'est pas forcément, en termes de projection de Fibonacci, tout dépend de l'horizon temporel sur lequel vous vous placez. Un Ether à 20 000 dollars n'est pas du tout déconnant. Si jamais vous ne tapez pas vos 20 000 dollars ici, vous comprendrez bien que vous aurez une deuxième chance à la baisse de revendre ici à votre ancien point. C'est-à-dire, même, admettons que le prix fasse juste ici ça. D'accord? Bien entendu que vous revendrez aussi aux anciens niveaux de prise de profit ou au-dessus, à des moments où vous l'aurez décidé, vous revendrez éventuellement une partie de votre bague. Donc vous aurez ici lissé un prix de vente à peu près dans ces eaux-là, autour des 8500 dollars. Est-ce que Ether peut littéralement se casser la gueule à partir de là? Oui. Est-ce que la merge peut présenter un sell de news? Et là, moi, c'est là que je dis attention. Oui, oui, elle peut. C'est-à-dire qu'à court terme, il y aura probablement un sell-off sur Ether au moment où le merge sort. C'est-à-dire que tout le monde va jouer le merge et au moment où le merge va sortir, il y aura certainement une baisse du prix parce qu'il y aura certainement une très grosse hausse sur les derniers instants, les derniers mois et une baisse du prix au moment où Ether 2.0 va réellement sortir, où il y aura le merge. Il faut savoir aussi que le sharding ne va arriver réellement que à partir de 2023, etc. Le vrai merge, là on nous parle de juin 2022, c'est le début du merge. Moi personnellement, je mine de l'Ethereum par exemple, je ne pense pas que j'éteindrai mon rig de minage ou que je passerai sur une autre monnaie avant la fin 2022 parce que potentiellement il y a beaucoup de monde qui va débrancher. Donc du coup, je vais tenter le coup de voir si ça vaut pas le coup de rester encore un petit peu là-dessus. Voilà pour le gros point sur Ether. Je pense que c'était intéressant d'en faire un maintenant parce que Ether présente une jolie structure et principalement moi ce qui a motivé ici ma vidéo sur Ether, c'est tout simplement que au niveau des 1%, on est en retour sur une forte accumulation. Vous voyez la traîne hein, ici, de toute façon il n'y a pas photo. Si ça continue comme ça veut dire tout simplement que les 1%, les whales, les 1% les plus riches, sont en train d'aspirer ce qu'il reste de l'offre en pensant à une très forte hausse prochaine du prix. Donc voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur Ether. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner, activer la cloche des notifications. On a un Discord aussi dont le lien sera en description sur lequel n'hésitez surtout pas à venir. Et puis, principalement, merci d'être là pour ceux qui sont là, etc. Et voilà, merci à vous. Deuxième chose, en ce qui concerne les commentaires à la con, puisque j'aime bien en fin de vidéo, de manière à pouvoir saluer ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, demander de mettre un commentaire à la con. Aujourd'hui, ça sera... Aujourd'hui, ça sera dans les commentaires à la con, tout simplement. Le
le prénom le prénom d'une personne de votre famille et qui, en termes de prénom, je parle, vous appréciez. Voilà. Donc, du coup, pour moi, ça sera Jacques. Donc, le prénom d'une personne de votre famille relatif pour que vous appréciez. C'est vraiment un commentaire à la con, mais c'est pour ça que je ne les prépare pas, parce qu'il faut que ça soit complètement débile. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À demain pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, sur Bitcoin plus une alt probablement ou sur les fondamentaux du moment. C'est un point météo, donc du coup, ça s'adapte. Merci à tous et bonne soirée. À très bientôt. Salut.